Philippe Crevel, bonjour. Bonjour Olivier. Économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Alors, dans une période d'incertitude à la fois économique, géopolitique, sur fond de guerre en Ukraine, beaucoup de particuliers se posent évidemment des questions sur leur argent, le placement de cet argent. On est dans une période d'inflation avec des hausses sur le carburant, l'énergie, les matières premières, demain peut-être des produits de première nécessité. À quelques semaines aussi de la présidentielle, où le pouvoir d'achat et la retraite sont des thèmes évidemment très présents. Comment placer sereinement son argent? Quelle est peut-être tout d'abord la bonne attitude? Pas de panique. Ce n'est pas parce qu'il y a une accumulation de mauvaises nouvelles qu'il faut se précipiter, qu'il faut soit vendre, soit acheter. Il faut garder son calme, il faut rester serein. Les fondamentaux restent plutôt positifs. On a eu une croissance très forte en 2021, même si en 2022 elle sera moins élevée, malgré le contexte économique que vous venez de citer qui est très compliqué, la croissance devrait être néanmoins au rendez-vous, et donc il faut garder son calme. Alors, on va regarder quand même l'évolution de l'inflation avec un premier slide, un commentaire sur ce taux d'inflation en France en pourcentage, donc issu Cercle de l'épargne et les données INSEE. Le taux d'inflation, qui a été longtemps en France entre 0 et 2%, c'est vrai depuis donc le milieu de l'année 2021, est en augmentation constante. On est aujourd'hui à 3,6, près de 4% d'inflation. C'est inconnu depuis les années 90, voire les années 80. Donc c'est un vrai changement. C'est lié à une période exceptionnelle, atypique, la période de crise sanitaire où les processus de production ont été complètement désorganisés. Et puis d'autre part, il y a eu des plans de relance massifs qui ont entraîné des goulets d'étranglement, qui ont provoqué des tensions sur un certain nombre de biens, comme les microprocesseurs. Et aujourd'hui, ça se paie avec de l'inflation. Et puis, évidemment, depuis quelques semaines, il y a la crise en Ukraine qui a rajouté une couche sur les matières premières, l'énergie, les produits agricoles. Pour le moment, il est difficile d'avoir une vision de moyen et de long terme. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on est sur une inflation de longue durée ou est-ce que c'est simplement un épiphénomène? Il faut rester prudent. C'est vrai que c'est un changement, il faut l'intégrer, mais pas non plus penser qu'on va revenir à des inflations à 10, 12, 15% comme on a connu dans les années 80. Donc ça, vous l'excluez évidemment, ce type de scénario. Donc restez prudent. Et pour ceux qui ont un projet immobilier, alors quels sont tout d'abord peut-être les risques de durcissement des conditions d'octroi des prêts, notamment des banques? Et puis on pense évidemment au taux d'intérêt. On est à 1,09% en moyenne toute durée confondue actuellement. On a un petit peu monté de 0,2 à 0,3%. C'est difficile de se projeter, mais quelle est votre analyse et votre pronostic? Sur les taux d'intérêt, on reste aujourd'hui à des niveaux qui sont historiquement bas. 1%. Ça ferait rêver les emprunteurs des années 70, 80, 90, même 2000. On reste à des niveaux historiquement bas. Et puis, si on prend en compte l'inflation, on a une inflation de 3-4%. On est avec des taux réels, ça veut dire défalqués d'inflation, négatifs comme on n'a jamais connu. Évidemment, ça suppose que ces revenus suivent l'inflation. Et dans ces cas-là, on est gagnant. C'est plutôt une belle opportunité pour acheter un bien avec un emprunt, je dis bien sous réserve que ces revenus puissent suivre l'inflation. Donc là-dessus, je dirais que le contexte financier aujourd'hui pour l'achat immobilier n'est pas remis en cause. Il n'y a pas de problème majeur. Et puis, vous avez indiqué, est-ce que les banques resserrent le crédit comme cela avait été demandé en fin d'année dernière? Le Haut Conseil de la stabilité financière avait dit maintenant, c'est donc pas plus de 35%, il faut 35% en apport, il faut d'autre part une durée qui n'excède pas 25 ans. Aujourd'hui, les banques suivent ces consignes, qui n'étaient même plus des consignes, qui étaient logiquement des obligations avec beaucoup de modération. Elles sont plutôt relativement souples. Il n'y a pas, on va dire, de réels problèmes d'accès donc aux emprunts immobiliers en l'état actuel des choses. Bon, et on espère évidemment que ça va durer. Alors, placer son argent dans l'immobilier, est-ce que ça a du sens aujourd'hui par rapport à l'assurance vie, par rapport au livret A, aux actions? On va voir d'ailleurs
un graphique qui traduit, là, c'est le résultat d'une enquête que vous avez menée au Cercle de l'Épargne. La voici. Alors, c'est une enquête qu'on réalise chaque année avec l'IFOP. Et donc, on demande aux Français quels sont les placements qu'ils jugent intéressants ou pas intéressants. Chaque année, l'immobilier ressort en tête. Et aujourd'hui, avec cette enquête, c'est 2/3 des Français qui indiquent clairement que le premier placement, c'est l'immobilier, sans donc doute, arrive en deuxième, l'assurance vie. Les actions qui progressent, néanmoins, mais ça c'est lié à la bonne année 2021. Et puis l'apparition des bitcoins, là ce sont les jeunes. D'ailleurs les jeunes, c'est pas 22% qui indiquent que ce produit est intéressant, c'est 41%. Donc mais l'immobilier locatif reste pour les Français la référence. Alors, on va le voir. Tout d'abord, placer son argent dans l'immobilier, la résidence principale, pour vous, une évidence, déjà dans un premier temps, quand on est en capacité, évidemment, d'acheter. La résidence principale fait partie d'un circuit, on va dire, logique du cours d'une vie. Et donc, aujourd'hui, les Français, d'ailleurs, c'est leur souhait majeur. 58% des Français sont propriétaires de la résidence principale. Mais quand on pose la question, c'est évidemment 80% qui souhaiteraient être propriétaires. L'investissement locatif, donc qui est plébiscité. Alors, si on fait un petit panorama, donc c'est un bien immobilier que l'on met en location. Tout d'abord, dans le neuf, le Pinel, intéressant. C'est une des voies possibles pour l'investissement locatif. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres formules qui peuvent être intéressantes, comme donc la location en meublé non professionnel, LMNP, qui permet d'amortir son bien. Et donc là, il faut faire donc des calculs fiscaux pour évaluer, apprécier qu'est-ce qui est le plus intéressant entre le Pinel, qui est soumis à des contraintes de loyer, contraintes de prix, et de l'autre côté, le LMNP, qui est beaucoup plus souple au niveau du montant des loyers. Donc, on a un choix plus facile de ces locataires, avec quelques conditions au niveau comptable qui peuvent, pour certains, les dissuader. Le de Normandie dans l'ancien, est-ce que ça marche? Est-ce que vous le conseillez? De Normandie, ça fait partie des possibilités dans le cadre de réhabilitation d'accéder à des biens locatifs attractifs dans des cœurs de ville. Et donc, oui, ça peut être une possibilité évidemment intéressante. Pour ces types de locations, à quoi faut-il être particulièrement attentif? Notamment, on sait que certaines villes commencent à intégrer, à imposer un encadrement des loyers. Là, il faut faire attention quand on veut louer, notamment en Pinel ou en de Normandie, c'est se rendre sur place, ne pas acheter de plaquettes. Ça, c'est un de vos conseils, fondamental. Donc, un bien immobilier, c'est un investissement important. On ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, on parle de centaines de milliers d'euros, voire parfois 1 million d'euros pour des investissements importants. Donc, il faut évidemment aller sur place. Sur les Pinel, il faut évidemment regarder la qualité du programme, la localisation. Si c'est une zone où il y a déjà énormément de construction, s'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas de transport, je pourrais dire qu'il faut hésiter, il faut peut-être veiller à ne pas y aller. Il faut donc toujours aller sur place et toujours regarder la nature du bien et son environnement. C'est une obligation, c'est un conseil important. Et la pierre papier? La pierre papier. Conseillez la pierre papier? Les SCPI. Oui. Les SCPI, rendement, les dernières, plus de 4%. 4,1, 4,2%. C'est beaucoup mieux que le livret A, c'est beaucoup mieux que l'assurance vie, les fonds euros. Et donc, évidemment, ça attire, il y a une collecte importante. Je dirais que c'est un placement intéressant, à la réserve près, que ce n'est pas un placement de court terme. Ce n'est pas un placement où on fait des allers-retours. C'est un placement de moyen et long terme, pour une raison simple, les frais d'entrée peuvent être importants. Ça peut manger, on va dire, une bonne année de rendement. Donc, si vous faites un placement sur 1 ou 2 ans, ce n'est pas intéressant. C'est à conserver 4, 5, 6 ans. Et là, on peut avoir un placement qui est attractif, sous réserve de regarder la nature, évidemment, de cette SCPI. Il faut qu'il y ait une diversification. Il faut que ce soit des biens qui soient évidemment relativement modernes, faciles à louer, parce que c'est le taux d'occupation qui va faire le rendement. Évidemment, s'il y a de l'entrepôt, pour le e-commerce, c'est plutôt positif. Et s'il y a du bâtiment normes environnementales élevées, c'est également un point très positif. Qu'est-ce que vous conseillez? De diversifier les placements dans différents types, justement, d'immobilier par rapport au locatif, ou de se concentrer, que ce soit sur les SCPI ou autres? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est difficile, parce que chaque cas est unique, mais quand même, s'il y avait une règle et avec votre expérience. Il y a déjà une question d'appétence. Avoir un investissement locatif, physique, c'est évidemment devoir gérer
des locataires ou faire gérer par un administrateur de biens, mais derrière, on est en gestion directe. Quand on passe par des SCPI, il y a des professionnels qui vont gérer à votre place et qui vont prendre des frais, ce qui est logique. Donc, il faut voir quelle est son appétence. Est-ce qu'on veut être directement confronté à des problèmes concrets de gestion locative ou est-ce qu'on préfère donc avoir un intermédiaire à travers des SCPI? Après, la diversification, évidemment, elle est souhaitable, hein, comme dans tout placement, que ce soit les actions, que ce soit donc au niveau immobilier, la diversification est une source de diminution des risques. Retraite à 60 ans pour les uns, 65 ans pour les autres. Quel est le bon âge pour commencer à épargner? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour épargner. Et d'ailleurs, les Français commencent tôt. Les jeunes sont des épargnants en France. 73% des jeunes de plus de 18 ans épargnent. Ce qui prouve qu'ils se disent que pour acheter un logement, il faut avoir de l'argent de côté. Les prix sont élevés, donc il faut avoir des apports. Et donc, de ce fait, il faut commencer à épargner. Si on veut monter son entreprise, si on veut acheter sa voiture, il faut épargner. Donc, on commence très tôt. Après, pour la retraite, on indique que pour préparer sa retraite, il faut commencer aux alentours de 35-40 ans. Mais je dirais que la personne qui met de l'argent de côté pour sa résidence principale, dès 25 ans, il prépare également sa retraite. Et ça peut être acheter une petite surface, un studio, au départ, voilà, tout à fait. Et donc, il n'y a pas d'âge pour épargner, et les Français l'ont bien compris, ils épargnent jeunes. Dans quelques semaines, l'élection présidentielle, est-ce que vous estimez qu'on parle suffisamment de logement, d'immobilier dans la campagne? Quel est votre regard? Et puis là-dessus, on a beaucoup évoqué à la fois le patrimoine, bien sûr la fiscalité. Quelle est votre analyse? Je dirais que le logement est un peu l'absent de cette campagne. Il y a un problème majeur en France. On manque de logement. On n'a pas suffisamment de construction. Or, c'est un peu silence radio sur le sujet. Pourtant, les Français ont des problèmes pour trouver des logements à des prix convenables. Et donc, il y a une vraie demande. Et dans certaines régions, dans certaines villes, il y a des tensions sociales, politiques sur le sujet, en disant que, par exemple, les Parisiens empêchent les locaux de trouver des logements accessibles. C'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Ajaccio, c'est vrai dans d'autres villes. Et donc, il y a un problème de logement qui n'est pas traité aujourd'hui par les politiques, parce que le sujet est compliqué, et donc c'est plutôt un peu silence radio. On parle beaucoup, en revanche, transmission, succession, donation. On est plutôt dans l'idée de diminuer ces droits de succession, du moins dans une grande partie, donc pour une grande partie des candidats, c'est plutôt une diminution des droits de succession, qui sont en France relativement élevés par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, et donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui pourraient en bénéficier à travers une transmission d'un bien immobilier, parce que le logement, l'immobilier, c'est évidemment le cœur des transmissions, ça représente plus des 2/3 des successions, donc évidemment cette question est importante, surtout quand le prix de l'immobilier a augmenté. Aujourd'hui, on paie des droits de succession parce que l'immobilier a augmenté. Or, il n'y a pas forcément enrichissement derrière, c'est simplement une valeur de marché. Philippe Crevel, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.